4 minutes de retard. Je sais. Le stream est live. Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus une fois de plus. Désolé pour ce retard de 4 minutes que nous avons accusé. Les excuses, voilà, c'est toujours pas évident de partir d'une activité à une autre. Alors, j'étais en train de finaliser une animation très intéressante sur tout ce qui est la communication inspirante et c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir pour la deuxième fois sur ce plateau pour parler une fois de plus de la neuroscience ou encore des pratiques de neurosensorialité. Alors, déjà, lorsque nous sommes retrouvés la dernière fois, nous avons échangé avec quelqu'un qui est une icône. En effet, quelqu'un qui a passé sa vie à étudier l'homme, qui a passé sa vie à agir pour accompagner l'homme dans ses moments de détresse, dans ses moments de pression, dans ses moments de stress. Et c'est quelqu'un qui s'est mis en laboratoire avec d'autres partenaires certainement pour bâtir quelque chose, un modèle, des outils de dernière génération qui vont accompagner la performance, qui vont accompagner le leadership et qui vont accompagner l'influence, je dirais la communication. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir la neurosensorialité, de quoi parle-t-on? Et nous avons sur ce plateau quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui parcourt les continents pour partager justement ses expériences de cette approche-là et pour partager ce qu'il a pendant longtemps valorisé et ce sur quoi il a investi une partie de son énergie et de sa vie. J'ai nommé ici une fois de plus Sami Khalel, que je ne vous présente plus parce que vous l'avez déjà rencontré la première fois. Bonsoir Sami. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va essayer de prendre un angle différent et enfin en parler un peu de soi. Là, tu m'as dit peut-être qu'on partirait du leadership, c'est ça? Comment oui. Entraîner les gens? C'est oui. Ça un peu que tu peux proposer ce soir? C'est ça, Raphaël? Effectivement, Sami, aujourd'hui, ce soir, c'est pour… parce que la dernière fois, nous avons vu la neurosensorialité et la gestion du stress. On a vu la neurosensorialité et justement la compréhension de ces émotions, et y compris la gestion donc, de ces émotions. Alors aujourd'hui, il va falloir monter un cran plus haut. Monter un cran plus haut, c'est en tant qu'accompagnateur, en tant que ces personnes-là qui accompagnent les hommes et les organisations, comment faire donc des pratiques de neurosensorialité, des pratiques au cœur de l'organisation pour accompagner non seulement le leadership, mais accompagner également la performance. Donc voilà les sujets au cœur de notre échange de ce soir. Alors, bien. Déjà pour commencer, je vais te proposer, voilà, de nous dire encore une fois plus, hein, certainement il y a des personnes qui sont là, qui arrivent ce soir pour la première fois et qui se posent la question de savoir, ben, écoute, Sami Khalel, d'accord, on en a entendu parler, on a lu un peu, mais qui est-il réellement? Est-ce qu'en quelques mots, donc, tu peux nous dire un peu plus sur toi, Sami? Et pourquoi la neurosensorialité? C'est ça. Qui est Sami et pourquoi la neurosensorialité? Bon, je pense que tu as dit pas mal de choses sur moi, sur lesquelles je suis un passionné de l'être humain et que je me suis souvent posé cette question qui a été assez importante une fois dans ma vie, c'était de me dire mais pourquoi est-ce que certaines personnes ne voient pas? Donc à force d'accompagner des dirigeants, à force d'accompagner, je dirais, des managers, j'ai pu voir beaucoup d'erreurs et j'ai pu voir aussi les conséquences de certaines erreurs faites vis-à-vis des autres qui a eu un impact pour l'entreprise. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à un thème qui s'appelle la lucidité. Okay. Qu'est-ce qui fait que certains voient, quelquefois ne voient pas, mais la lucidité aussi, il faut avoir un leadership, je dirais, familial. Si, hein. Qu'est-ce qui fait que quelquefois on ne voit pas, qu'est-ce qui fait que quelquefois on ne veut pas voir, voilà. Et ça m'a interrogé, donc j'ai passé 2 ans à faire des recherches, aller voir les neurosciences, aller voir la philosophie, aller voir la spiritualité, aller voir mon coiffeur, aller voir mon médecin. Et je posais toujours cette question, qu'est-ce que la lucidité? Ça a été un travail très, très intéressant qui a pris 2 ans. Malgré toutes les formations que j'ai fait énormément de formations en psychologie, en philosophie, etc. Mais je n'étais jamais focusé là-dessus. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, mon travail qui m'intéresse le plus, c'est bien cet aspect de la lucidité, cet aspect de la clarté. Cette clarté qui fait que
on va mieux voir ce qui se passe et je me rends compte que quand on voit mieux, quelque part, on vit mieux. Et donc, dans ce levier de la lucidité, je suis arrivé à voir qu'il y avait deux leviers. Un levier qui était important, c'était sa capacité à capter l'information. Pourquoi est-ce que certains captaient mieux les informations que d'autres? Bon, forcément, quand on capte mal, c'est qu'on est dans un système défensif. C'est quelque chose qui, à l'intérieur de nous, touche, quelque chose nous dérange. Mais en même temps, c'est un défi. C'est-à-dire que les situations difficiles dans notre vie, en fait, sont une invitation à nous rendre plus réceptifs, à nous rendre plus ouverts à ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, quand on est réceptif à l'information, quand on capte cette information, qui est ce premier levier qui est important, il est important après de pouvoir transformer ce qu'on a capté. Et là, ça s'appelle la régulation. Donc, du coup, dans ce travail que j'appelle le processus voir, le processus de la lucidité, j'en suis arrivé à travailler sur deux leviers qui sont savoir capter et savoir en même temps réguler l'information. Et pourquoi neurosensorialité? C'était un peu ça la suite, je veux dire, du travail. C'est qu'en fait, dans la sensorialité, c'est tout le lien avec le corps. C'est-à-dire que plus on est en contact avec son corps, mieux on est avec son corps et plus c'est facile derrière de capter. Et donc, il y a tout un travail, et en fait, un travail à faire avec le corps, alors que tout ce qu'on nous a appris, ça, très souvent, ça a été d'utiliser l'intellect, le mental, de contraire, de se charger d'informations. Là, au contraire, ce qu'on va voir, c'est qu'au contraire, il faut décharger l'information. Il faut se faire vide. Il faut se faire presque non sachant pour mieux capter, pour mieux écouter. Voilà, c'est une sorte de paradoxe, et c'est sans doute une révolution qui a été, qui va être dans notre manière, je dirais, aujourd'hui d'apprendre, de travailler sur nous. On essaie toujours d'apprendre en essayant de rajouter des choses, en essayant de rajouter des compétences. Ici, la notion, c'est pas de rajouter quelque chose, mais de diminuer pour mieux écouter, pour mieux capter et être capable de peut-être après de mieux agir. Voilà, c'est un peu ça. Alors là, écoute, d'accord, merci beaucoup, Jean. Je comprends parfaitement ce que tu dis, Samy. Ici, l'intention, ce n'est pas de rajouter quelque chose. L'intention, c'est de diminuer pour mieux capter. Est-ce que tu pourrais nous aider à élaborer ça davantage? Parce que davantage, tu vois, quand on vient dans une activité, dans une action, qu'est-ce qu'on recherche? On a l'impression qu'on vient pour augmenter. On a l'impression qu'on vient pour chercher. On vient pour amplifier. Mais ici, tu me dis non, on n'amplifie pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut dégonfler. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas rajouter. Mais aujourd'hui, il faut d'abord vider la tasse pour la remplir. Et donc, ça veut dire qu'il faut se mettre dans cette disposition qui est une disposition et qui est de se libérer quelque part d'une charge, de se libérer de ce qu'on a rempli, de se libérer de nos a priori. Et pour se libérer, il faut se mettre dans une qualité d'écoute, c'est-à-dire d'augmenter cette qualité d'écoute. Et dans cette écoute-là, on va recevoir quelque chose. Mais ce que l'on va recevoir sera toujours nouveau. Donc, si tu veux, il y a une métaphore dans la Bible, c'était on ne met pas du nouveau vin dans du vieux. Dans des anciennes outres. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, en fait, il faut que l'autre soit vide pour toujours recevoir ce nouveau vin. Et c'est-à-dire que nous-mêmes, c'est ça. On est cette outre qui a besoin de se vider. Et on est beaucoup dans le vieux. Et le vieux, c'est la mémoire, c'est le savoir, c'est la fait, c'est nos réflexes. Et il va falloir apprendre à un moment donné à se dire, OK, je prends le risque de me mettre vide. Mais c'est pas possible parce que mon mental ne va pas me laisser faire. Et c'est ça qui est difficile. Et donc, pour faire ce travail, et c'est ça la sensorialité, c'est qu'on va utiliser le corps. Et le corps, par lui-même, lui, peut être dans cette capacité d'écoute sans essayer de se charger. Donc, ça veut dire, on va prendre à partir du corps pour ensuite, après, sans doute se nourrir mentalement, sans doute nourrir d'une nouvelle information. Donc, c'est une sorte d'inversion. Hein, c'est comme tu vas voir quelqu'un, avant de lui parler, tu lui salues, tu lui dis bonjour. Donc, il y a quelque chose sur lequel tu ressens la personne, tu captes la personne avec tes sens. Et tu vas essayer de le capter en essayant de lâcher à un moment donné ce que tu sais de lui. Et à ce moment-là, tu vas avoir une relation qui va être totalement différente. Donc, c'est ce rapport avec ce qui est en train de se passer. Par exemple, voilà, on entend des bruits autour, on pourrait soit se dire
le cerveau s'agite, il se dit, il y a du bruit autour, il y a des verres, etc. Il est en train de mental. Et puis derrière, on va dire, OK, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Okay, et j'essaye à un moment donné de me dire, OK, je fais avec ce qui est en train de se passer. Okay, j'accepte à un moment donné de me laisser toucher par ce qui est en train de se passer. Voilà. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le mental, il a été créé pour éviter d'avoir mal. D'accord. Donc, le mental, la couche qui est en dessous, c'est très souvent la peur. Et donc, c'est lui qui stimule pour qu'on anticipe tout. Et donc, il faut avoir un pas à faire, de le lâcher. Sauf que le lâcher, c'est rencontrer la peur. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour le lâcher? Il y a un acte de foi, un acte de confiance. Un acte de confiance, de faire confiance à un autre registre, qui est son corps, qui est la sensation, qui est la réception, qui se met dans cette qualité d'écoute. Voilà. Et ce passage-là, quelquefois, il est difficile. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des outils de neurosensorialité, parce que quand on va se mettre dans cette écoute, on va avoir une charge en soi. On va sentir quelque chose au fond de soi. Et donc, le processus, ça va être un processus de nettoyage pour pouvoir revenir à un corps qui est un corps sans plis. Le contraire d'un corps sans plis, c'est un corps contracté. Un corps en tension. Et un corps qui est sans tension, c'est un corps dans la tension. Puisque A, c'est le privatif de tension, sans tension. Donc, en fait, on rentre dans l'attention. Et l'attention, c'est l'écoute. Et donc, si tu me dis qu'est-ce que c'est qu'un leader, eh bien, un leader, d'abord, c'est celui qui a l'art d'écouter. Et pour pouvoir écouter, il faut qu'à un moment donné, qu'il puisse arrêter ce qu'il sait pour essayer de capter l'information, d'être ouvert à tout ce qui se passe. Parce que s'il refuse d'écouter des informations qui le dérangent, hein, comme je dis souvent, si Kodak, à un moment donné, voit le numérique arriver et que cette information le dérange parce que ça l'amène à remettre en cause tout son business plan, ben, à ce moment-là, si tu veux bien, c'est là qu'à un moment donné qu'il fait une erreur. Et on a vu la suite. Hein, c'est qu'il n'a pas voulu écouter ça parce que ça le dérangeait. Okay, il faut pouvoir écouter ce qui se passe. Il faut accepter à un moment de se mettre vide. OK, il y a cette information-là. Okay, mais quelquefois, on est tellement attaché à son système, tellement attaché à notre propre processus qu'il y a des informations qui viennent déranger ce que l'on sait. Et pourtant, les informations qui viennent nous déranger, c'est au contraire ces informations-là qui vont nous amener à grandir. Et c'est pour ça que l'art d'un leader, c'est sans doute celui qui accepte le plus d'être dérangé. Enfin, ça, c'est important. Hein. Un leader est quelqu'un qui a la faculté d'accepter d'être dérangé. Ça te va, Raphaël? Et puis, en fait, c'est que je n'arrête pas de noter, quoi. Je note tout. J'ai noté qu'un corps sans tension est un corps dans la tension. Hein. Et effectivement, ta définition d'un leader, c'est quelqu'un qui a l'art d'écouter. Hein, écouter ce qu'il se passe. Et justement, sortir de cet attachement, de cet enlisement dans son système actuel pour se dire que, écoute, je vais vers ce qui me fait peur. Je vais vers ce qui me dérange, si tu veux. Et justement, c'est cette capacité à écouter ce qui me dérange qui va me donner donc justement cette ouverture et qui va non seulement venir me bousculer à l'intérieur et m'amener à vider l'ancien moi pour arriver à commencer à capter justement les éléments qui vont me projeter dans une perspective de performance future. Et tu as pris ici l'exemple de Nokia, nous pouvons prendre tu as pris l'exemple de Kodak, on peut prendre l'exemple de Nokia, on peut prendre l'exemple de plusieurs autres géants qui étaient des leaders sur leur segment, sur leur marché, et qui n'ont pas prêté attention à ce qui pouvait arriver et qui ont refusé d'écouter. Écoute, cette perspective que tu nous apportes est tout simplement extraordinaire. En résumé, on dit bien, l'écoute est à un niveau, mais que la qualité d'écoute va venir dans ma capacité à accepter le dérangement. Donc le dérangement, c'est-à-dire accepter d'être dérangé,
Ça veut dire d'être dérangé dans mon savoir, d'être dérangé dans ce que je sais. Hein. Comme tu disais, qu'on n'est pas accroché. Donc, on a une sorte de liberté, et c'est ça l'agilité mentale, c'est ça la tolérance, c'est ça la liberté de penser. Je ne suis pas accroché. Et quand on est dérangé et qu'on est mal à l'aise, c'est tout simplement qu'on est accroché. On est accroché et qu'on tient à ça. Et à ce moment-là, le dérangement, au lieu d'être pris comme un lieu d'apprentissage, il va devenir un lieu de défense sur lequel on va essayer de combattre l'autre pour essayer d'effacer son idée. Et donc, du coup, on risque de passer à côté d'un changement de marché, d'un changement de paradigme. Voilà. Hein, toi qui fais les couleurs, bah, c'est comme ça. Si à un moment donné, il y en a une couleur qui n'est pas en accord avec l'autre et qui refuse de l'entendre parce que ça le dérange, et ben, il ne va pas pouvoir entrer en relation avec l'autre. Donc, le dérangement. Merci beaucoup, Samy. Deuxième niveau. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est moi qui m'excuse hein, pour toute cette interruption, mais tu vois, et ça m'interroge. Parce qu'effectivement, nous faisons ce webinaire en préparation à une certification qui arrive. Il s'agit de certifier des coachs, des professionnels RH, des formateurs ou encore toute personne qui est mordue par le lien de l'accompagnement, de les certifier donc justement aux outils qui leur permettraient de mettre en pratique ce que tu es en train de décrire. Et dans la description que tu fais, en fait, je me rends compte qu'on ne peut pas passer à travers ce processus de certification sans en être victime. Quand je dis sans en être victime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois apprendre aux gens à se vider, si je dois apprendre aux gens à être dérangés, cela voudrait dire que, en fait, il va falloir que j'accepte d'être dérangé moi aussi. Et d'une part, que je puisse rentrer dans un processus qui me nettoie et qui vient vider cet ancien moi et me donne donc des éléments, des outils ou des arguments ou des postures qui vont désormais aller contaminer les autres. Je ne sais pas si cette lecture pourrait être argumentée. Moi, je corrigerai quelque chose que tu as dit. Je ne dirais pas qu'on va être victime. On a le choix de soit d'être victime et à ce moment-là, on va subir les choses, soit au contraire, on a décidé d'aller se confronter à son dérangement et à ce moment-là, on est plutôt un héros, on est plutôt un leader, on est plutôt un acteur de ce qui est en train de se passer. Okay, déjà, je pense que les gens qui vont s'inscrire seront tous des acteurs parce qu'ils vont accepter d'aller rencontrer ça. Ensuite, après, les outils qu'on va leur donner, c'est les outils pour aller aider ce qu'on appelle des leaders, des gens qui se retrouvent en difficulté et qui pourraient se confronter à une situation sur laquelle eux-mêmes ont du mal à écouter, ont du mal à un moment donné, sont coincés dans un endroit, sont dans une posture défensive. Et donc, les outils, c'est aider les personnes à sortir de ce dérangement, à les aider à un moment donné à traverser le dérangement, à pouvoir passer par cet état zéro d'écoute qui leur permettra après de pouvoir passer à autre chose. C'est ça l'objectif. Ouais. En fait, c'est devenir un passeur, une sorte de passeur. Tu vois ? Oui, bien sûr. Je comprends. Je comprends. Effectivement, comme tu dis, ce rôle de passeur, ce n'est pas un rôle facile à jouer. Tu conviens avec moi. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, dans le schéma que je fais ici, on voit bien que dans le petit cercle là, on a quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas être dérangé et qui veut rester dans sa petite zone avec son propre savoir. Et puis, il y a celui qui décide d'avancer. Et donc, forcément, quand il avance, il va aller dans un territoire inconnu. Et ça, ce qui va se passer, que c'est rentrer dans ce territoire inconnu, ça demande de l'énergie. Donc, tout l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est que ça suppose cette énergie. Et donc, celui qui va se mettre dans une posture de victime, celui qui se met dans une posture de défaitiste, au contraire, lui, il n'a pas d'énergie. Il s'épuise, il se fatigue. Et celui qui décide d'y aller, et c'est là que je mets la notion de cœur, je mets la notion d'enthousiasme, je mets la notion de joie, c'est pour ça que c'est là qu'on parle d'intelligence émotionnelle. C'est que si je suis capable d'aller chercher la joie au fond de moi, okay, c'est celle-là qui va me faire passer. Alors voilà, tu vois, dans ce schéma-là, c'est montrer les différentes qualités de joie, les différentes qualités émotionnelles que l'on peut avoir positives au fond de soi. Si on est dans une action, cette joie, c'est le feu, c'est l'enthousiasme. Tu es d'accord avec moi?
Si on est dans cette joie d'être, mais qui va être mis dans la relation à l'autre, tu vois, elle est plutôt émotive, on va appeler ça l'amour. Okay, si maintenant cette joie d'être, on l'incarne sur la terre, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle est dans son corps, qu'on la sent, mais tu vois, bien incarnée au fond de soi, c'est la sérénité. Tu vois, on est serein là, ici et maintenant. Et quand la joie, elle est plutôt dans quelque chose de plutôt aérien, elle est plutôt spirituelle, elle est plutôt dans quelque chose dans les idées. Là, on est plutôt dans la félicité, d'accord? Donc, ça, c'est montrer les différents types d'énergie qu'on peut avoir, hein, où la sérénité, elle peut rassurer, elle peut permettre, parce qu'il faut savoir important qu'un leader, son émotion, elle est contagieuse. Donc, s'il veut entraîner les autres, il faut qu'il ait l'état d'être qui soit présent pour que les autres puissent ressentir son énergie. C'est pour ça que le leader, c'est celui qui a cette émotion-là, qui va faire que les autres vont sentir son énergie. Et s'ils ont peur, ils vont comme être rassurés. Parce qu'il y a une contagion dans les systèmes nerveux. D'où l'importance d'un leader d'être capable de pouvoir lui-même activer cette énergie-là. Bon, alors là, tu passes au slide suivant. Slide suivant, c'est la question, c'est je fais comment pour pouvoir à un moment donné passer cette joie quand je suis face à des difficultés. Donc là, c'est Romy qui dit ça. En fait, on ne va pas vers l'amour, vers la joie. On cherche d'abord à enlever les obstacles qu'on a construits contre cette joie, contre cet amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'on va faire dans cette certification, c'est d'aller se mettre en contact avec ce qui m'empêche de libérer cette joie, de libérer cette énergie-là. Okay, et ça s'appelle les fixations. Hein, c'est-à-dire qu'on a une énergie qui est fixée, il y a une énergie qui est accrochée. Hein, c'est le slide suivant, si tu veux. Hein, voilà. On est comme accroché. Et donc, l'objectif, c'est bien ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on va essayer de se mettre à l'écoute de nos fixations. Et très souvent, nos fixations, on ne les connaît pas. Nos fixations, on les voit quand on est confronté à quelque chose, quand on est confronté à une difficulté, quand on est confronté à une situation qu'on ne connaît pas, quand on est confronté à une personne qui nous dit quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Okay, et c'est là que les fixations, elles sont intéressantes qu'elles sont intéressantes à analyser, qu'elles viennent à nous. Elles viennent à nous pour être libérées. Et donc, c'est important d'avoir des outils, d'accord, pour être conscient de ces fixations, mais aussi se libérer de ces fixations. Ouais. Écoute, ça m'amène, tout ce que tu dis m'amène à commencer à explorer justement cette notion de leadership, de communication. J'ai ici une question à deux volets. Le premier volet de la question, c'est qui peut participer à cette certification? Voilà, parce que c'est jusqu'aujourd'hui, d'accord, on parle de ceux qui accompagnent des coachs et pourquoi ces cibles-là. Et la deuxième question va être, bon, moi qui décide donc de participer à cette certification, je ressors de là avec quoi? Voilà. Ben, tu vas être capable d'avoir un certain nombre de protocoles, des méthodologies. Bon, déjà, tu vas faire un travail sur toi. Donc déjà, tu vas peut-être apprendre à te mettre mieux à l'écoute de toi, apprendre à mieux être capable d'être dans cette sensorialité et de voir son importance. Tu vas apprendre à utiliser un outil qui est très important, qui s'appelle le OOPS. C'est l'ouverture aux obstacles dans une présence sensorielle, qui est un outil très, très important, qui est même un outil qui est le plus moderne qui existe aujourd'hui. Quand on va accompagner les gens dans leur peur, quand on va accompagner les gens dans leurs difficultés, okay, c'est un outil très, très fort qui va amener les gens à vraiment aller à la source de la difficulté et les amener à sortir de leurs difficultés sans passer par la tête. Okay, et d'une certaine manière, de s'en libérer. Okay, et c'est un outil qui peut servir non seulement à accompagner les autres, mais aussi pour soi. Hein. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour moi. Voilà. On verra aussi certains outils comme l'intuition, d'accord ? Comment utiliser des outils intuitifs pour la prise de décision. Okay, c'est intéressant de travailler sur ça. Quand à un moment donné, on utilise trop le mental, et si on utilisait l'intuition, si on utilisait des outils qui vont amener quelque chose qui n'est pas forcément dans la logique, mais qui est ressenti, c'est-à-dire que mon corps sait très bien la réponse. Comment on utilise ça? Donc ça va être des outils qui vont être posés là-dessus. Il va y avoir des outils aussi pour
pour travailler ce qu'on appelle se mettre dans une position sur laquelle on est dans beaucoup de jugements. Comment on va calmer le jugement? Comment on est capable de pouvoir retrouver une sorte de sérénité intellectuelle et revenir à une sorte de point zéro qui va nous permettre de repartir dans une dynamique d'objectifs. On va travailler aussi sur soi, c'est-à-dire de se fixer des objectifs qu'on a envie de créer et comment on peut s'accompagner dans ces objectifs et comment on peut voir les obstacles et comment les lever. Enfin, ça aussi, c'est assez concret. Voilà. Merci beaucoup, Samy. Aussi, il y a une chose, quand tu parlais tout à l'heure de la joie, de l'amour, je t'entendais dire on ne va pas vers la joie, on ne va pas vers l'amour, comme le dit Rumi. Mais en fait, le premier travail à faire, c'est d'enlever tous les blocages qui nous empêchent d'y être. En fait, je comprends que notre état, en fait, qui nous sommes, nous sommes essentiellement amour et joie. Simplement qu'il y a des obstacles que nous posons. Il y a des choses il y a des couvertures avec lesquelles nous enveloppons cet amour, cette joie que nous sommes. Et le premier travail à faire, donc justement dans cette certification, c'est de pouvoir, voilà, tu vois, j'aime beaucoup cette image d'une gousse de chou, en fait, où on enlève les pulls les unes après les autres, où on enlève les feuilles les unes après les autres. Donc, du coup, c'est se dépulper, c'est arriver à enlever ces couches qui nous empêchent d'être authentiques et simplement qui nous sommes. Donc, oui. C'est-à-dire que ce que l'on est, on est lumière. Cette lumière-là, on n'a pas à la fabriquer, elle est déjà là. Ouais. C'est notre clarté, c'est notre lucidité. Hein. Lux, lucidité, c'est lumière. Et il s'est passé des choses qui sont, voilà, comme s'il y avait eu à un moment donné une vulnérabilité, il y avait des situations dans la vie où la chose était fermée, où on avait mis un système défensif. Et maintenant, l'objectif, c'est d'être capable de pouvoir lâcher ces défenses, lâcher ce système-là et oser, à un moment donné, être soi. Et en fait, la plus grande peur qui existe, c'est être soi. Parce qu'il y a quelque chose qui se libère. C'est comme si l'énergie est tellement forte. On a peur de notre puissance. On n'a pas peur de nos faiblesses. On n'a pas peur de nos difficultés. On a peur de notre puissance. Parce que quand on libère sa puissance, on devient quelque chose qui est totalement différent. Donc, ça veut dire qu'on va lâcher le petit moi, on va lâcher le petit personnage que l'on est. Okay. En fait, nous, dans le travail, voilà, c'est un peu vous donner une autre dynamique du travail. Dans le travail qu'on fait très souvent, on travaille toujours sur le pourquoi. Tu es d'accord avec moi? Quel est mon problème? Ça s'appelle travailler sur le why. Ouais. Okay. Hein? Et donc, dans Nadine va rire, parce qu'on a fait une petite discussion ensemble, et donc dans ce pourquoi, il y a toujours une cause. Et bien moi, ce que je vous propose de travailler, c'est pas sur le why, c'est travailler sur le why du why. Ok. Et le why du why, c'est quelque chose qui est sans why. D'accord. Alors j'explique, parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'il nous fait là, d'accord? Quand tu es dans le why, tu trouves un pourquoi à quelque chose, à tout. C'est un niveau de logique, c'est le mental. Ouais. Dans le why du why, c'est toi. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de cause. Ouais. C'est ce qui est. C'est l'inconditionnalité. Donc, le why, c'est la conditionnalité, c'est pourquoi il y a ça. Le why du why, c'est l'inconditionnalité. Et donc, dans les outils de management qui existent, on nous a beaucoup fait travailler sur trouver votre why. Et bien, moi, je vous propose de trouver votre why du why. Ouais. C'est le slogan. Ouais. Ben, écoutez, Samy, merci beaucoup. Rendu à ce niveau, je pense que s'il y a des questions, nous allons prendre des questions de la part des participants. Ils sont nombreux à nous suivre, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Je sais que Samy, il est très exhaustif il est tellement généreux que quand il parle, il ne veut laisser l'ombre d'aucun doute. Et donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il y a une question qui vous traverse l'esprit, n'hésitez surtout pas. Alors, Samy, aujourd'hui,
tu nous proposes cette certification, et je lis bien une double certification, intelligence émotionnelle et niveau 2 et pratique de neurosensorialité également. Praticien neurosensoriel. Donc, du coup, je me pose la question de savoir quel est le rapport, quel est le lien que tu fais entre les deux. Pourquoi c'est une double certification? Est-ce que ça voudrait dire qu'on va faire 2 jours pour travailler sur l'intelligence niveau 2 et ensuite 2 jours sur les pratiques de neurosensorialité? En fait, j'aimerais comprendre pourquoi, effectivement, 2 certifications en une, et d'une part. Et d'autre part, si c'est intelligence émotionnelle niveau 1, niveau 1 au niveau 2, donc, est-ce que ça va demander qu'on ait fait le niveau 1 avant de venir à cette certification? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire le niveau 1. Le niveau 1, c'est pour utiliser un outil qui est spécifique. Okay. Le niveau 2, on l'appelait niveau 2 parce que c'était pour amener les coachs qui ont peut-être déjà une notion d'intelligence émotionnelle, mais aussi qui travaillent déjà sur les émotions dans leur accompagnement, okay, et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un outil de débriefing et qui s'intéressent à avoir des outils pour amener les autres à se développer. Okay. Et donc, le niveau 2, c'est 4 jours qui sont à 4 jours sur le travail sur la neurosensorialité. C'est 4 jours complètement là-dessus. Même 5 jours, parce qu'on a dit 5 jours. Voilà, on a toute une semaine. Donc là, on fait un peu plus. On a ces 5 jours sur lesquels, dedans, on va offrir ce qu'on avait dit. On va travailler sur un outil qui s'appelle Réal. On va travailler sur un processus qui est processus WAR qu'on ne voit pas forcément en France, mais qu'avec Raphaël, on a décidé de vous offrir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je comprends très bien qu'on n'aura pas besoin du tout de le faire. Et deuxièmement, d'avoir fait le niveau 1 et de 2 également, c'est 4 jours de travail intense. Pourquoi? Parce que justement, quand on va parler de neurosensorialité, on parle de la sensorialité, c'est-à-dire qu'on parle du corps, on parle de ces outils-là qui vont nous aider, de ces protocoles. C'est également des protocoles qui vont nous aider, bien sûr, à une meilleure approche, gestion de nos émotions. Alors, il y a une question sur le chat où on parle, il y a quelqu'un qui parle du why. Donc, du coup, elle dit qu'elle n'a pas bien compris. Est-ce que le why du why, c'est le who? Voilà. Est-ce que le why du why va-t-elle nous amener à le how? Voilà. Donc, du coup. Alors, le why du why, c'est-à-dire que c'est le moyen, il y a quelqu'un qui dit c'est le who, c'est pas mal, Paola. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, c'est de travailler sur cet espace à l'intérieur de nous qui est inconditionnel. Et donc, l'inconditionnalité, c'est-à-dire ne pas chercher le pourquoi des choses, okay, forcément, parce que vous trouverez toujours un pourquoi. Et donc, ce qui va amener à un moment donné à entrer dans un autre type de travail, qui est un travail sur lequel on va prendre les choses telles qu'elles sont. C'est affronter la brutalité. C'est là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle travailler avec la dynamique de l'être. C'est ici, c'est là, c'est comme ça. Okay, ce qui est. Et pour faire ça, c'est le corps est capable de le faire. C'est-à-dire que le corps, c'est lui qui est le plus en contact avec ce why du why. C'est lui qui est le plus en contact avec ce qui est. Il n'évalue pas le corps. Le corps, il prend pour ce qui est. Okay. J'aurais pu dire aussi, Paola a dit le why du why, c'est le who. Je pourrais dire le why du why, c'est l'amour. Le why du why, c'est l'acceptation. Le why du why, c'est le oui inconditionnel. C'est la capacité à dire oui à ce qui est en train de se passer. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'on est en difficulté? On est en difficulté parce qu'on a dit non. Ou parce qu'on a dit oui, si. Si, il y a ça. Mais il y a les fois, il n'y a pas de si, c'est là. Il se passe ça. D'accord? Je dois faire avec ce qui est en train de se passer. C'est ça le courage. Okay. Donc, travailler avec des protocoles corporels, ça permet de détourner ce mental qui veut toujours travailler avec le why. Et pourquoi? Et d'où ça vient? Et quelle est la cause? Et quelle est la croyance? Etc. Non, là, on va travailler vraiment une capacité à rentrer dans ce qu'on appelle dans le corps ou travailler ce qu'on appelle avec le cerveau, qu'on appelle la préfrontalisation, c'est-à-dire rentrer dans un espace de point zéro. Là, tac, je prends l'information telle qu'elle est. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien et pas de mal. Ni bien, ni mal. C'est là. Hein, c'est prendre. Et pourquoi? Et ben, quand on travaille avec le why, on va dire aussi, quelqu'un me dit how. Okay, et ben, le how, il est simple, c'est l'instant présent. C'est le corps, c'est ce qui est ici, maintenant. Ouais. Donc, en fait, le travail nous amène à être de plus en plus dans l'instant présent. On va travailler des techniques de respiration aussi. On va beaucoup travailler, vous donner des techniques de respiration, des techniques qui existent, hein, qui sont très intéressantes, pour amener à revenir à ton corps. Mais aussi travailler ce qu'on appelle à une sécurité intérieure.
Parce que très souvent, le système s'emballe quand on est en insécurité. Et trouver cette sérénité, je vous montrais tout à l'heure, la sérénité, c'est une forme de joie. Mais quelqu'un me dit une écoute qualitative quand l'environnement est agaçant. Ben, on va apprendre 4 principes qui sont très importants. Tu peux me montrer peut-être le slide suivant, le tout dernier, Raphaël. OK. D'accord. Voilà. Le premier qui va nous arriver, ce sont les 4 types d'état d'esprit, de mindset pour y arriver. Okay, ce sont les 4 critères que j'ai découverts pour avoir cette lucidité. Le premier, c'est je ne dois pas me poser la question de les autres m'embêtent, il y a du bruit autour de moi. Ça s'appelle l'axe de la responsabilité. Arrêter la projection, revenir dans ce qui se passe pour moi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais ça va être à un moment donné de se dire que l'environnement autour de moi est hostile. Et ben, c'est un défi sur lequel il y a en moi quelque chose qui ne sait pas, je n'ai pas appris à écouter dans cet environnement-là. Comment je vais faire pour rester à l'écoute à l'intérieur de moi? Et donc, on va être obligé de passer au deuxième niveau qui s'appelle l'ouverture. Et voyez bien, ce qui est en vert, c'est le saboteur. Si j'évalue, je juge, c'est terminé. D'accord? Et je vais dire pourquoi, et machin, etc. Si je rentre dans l'exploration, la curiosité, là, clac, il se passe autre chose dans ma dynamique. Et je vais être capable après de rentrer dans un axe de transformation, dans un axe qui va me permettre à un moment donné de commencer à entrer plus en profondeur à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dans l'axe de la motivation, ce qui va me donner cette énergie de traverser ça. Tu peux, garde-le encore, hein, je n'ai pas fini, Raphaël. Et donc, on a l'axe de la motivation. Cet axe de la motivation, soit on est pris par la peur, c'est bien de l'écouter, mais on va voir que c'est le cœur qui va me permettre de le traverser. Hein, on aura des protocoles que je vous apprendrai d'utiliser le cœur, comment on utilise le cœur, comment on utilise cette partie-là qui est très vivante pour pouvoir traverser des situations difficiles. Et le dernier niveau, bah forcément, ça va nous amener à lâcher le contrôle, qui est vraiment le dernier défi, qui est la confiance, c'est-à-dire de se laisser aller, de vraiment avoir cette foi, de lâcher prise pour vraiment écouter ce qui est en train de se passer. Et c'est un processus qui sont 4 étapes et chacune des étapes, à un moment donné, quand elle n'est pas respectée, peut empêcher de passer à la suivante. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que Samy, tu es déjà en train de nous donner les prémices de ces 4 jours, de ces 5 jours que nous allons passer avec toi à Assini, ici en Côte d'Ivoire, justement. Avec, comme je l'ai dit, le nombre de places est très limité. On n'a que 20 places. Et aujourd'hui, je pense qu'on a déjà un peu débordé. Donc, mais on a une liste d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont réservé sans payer. Mais en même temps aussi, avec ta permission, tu l'as proposé que nous puissions offrir une 3e certification à toutes les personnes qui vont payer leur inscription avant le 15 mai. Et tu as parlé tout à l'heure du Réal, qui est un autre outil, un puissant outil, que je vais te proposer de présenter en quelques minutes, qui va être une 3e certification, bien sûr, à destination de toutes les personnes, et gratuitement, parce que c'est une certification qui coûte quand même 600 €, que tu vas offrir gratuitement à toutes les personnes qui vont payer leur participation à cette certification. Les 10 premiers qui payent, ils auront ça gracieusement. Et donc, l'objectif, c'est, nous, on en parlera dans la formation, bien sûr, je parlerai de cet outil. Okay. Et vous aurez ceux qui ils l'auront en ligne. Vous passerez la certification en ligne, okay, qui est les 4 étapes qu'on vient de voir, qui s'appelle le Réal, le voir, et qui est un outil de test, c'est-à-dire pour faire passer des tests aux gens sur leur propre agilité intérieure à partir de cet outil-là, de voir où est-ce qu'ils coincent dans leur propre agilité, où est-ce qu'ils coincent dans leur propre capacité à pouvoir s'adapter aux situations. Et donc, on a créé cet outil avec Olivier Maslow, qui est un outil d'adaptabilité, qui est très intéressant quand on accompagne les leaders et les dirigeants, que j'utilise souvent, c'est comment aider les gens à un moment donné à s'adapter, comment aider les gens à un moment donné à comprendre qu'est-ce qui les empêche à un moment donné à gagner en flexibilité. Et donc, c'est un profil que les gens font. Il y a environ 50 questions, okay, des situations. Et ensuite, après, ils ont un rapport et on va voir les forces qu'ils ont dans capter, réguler, qu'on a vu au début, dans la capacité de capter l'information et la capacité de la transformer. On va voir les compétences qu'ils ont pour le faire et quels sont aussi les points faibles qu'ils ont. Voilà. Oui.
Oui, Oui, vas-y. je disais que ça veut dire que c'est un outil diagnostic, carrément. Donc, C'est ça, c'est un outil diagnostic. Exactement. Mais que Et tu connais, justement, tu es certifié, je te rappelle. oui, bien sûr, je suis certifié depuis 2019, je crois. 2019 au moment où Et comme je le dis à l'intention, j'ai eu le plaisir de cette certification que vous êtes appelé à faire à Abidjan. J'ai eu à payer 2 fois le billet d'avion pour appeler à Paris le faire. Je me souviens surtout que ça se passe en 2 sessions. Donc, il fallait venir faire 2 jours, partir, revenir 2-3 semaines après pour faire 2 jours encore. Donc, c'est coût de voyage, coût de prise en charge, logement avec tout ce que ça comporte, fois 2. Donc, vraiment, je pense que c'est une aubaine qui vous est proposée à vous, tous les coachs, formateurs, accompagnants ou encore professionnels RH, le moment de comprendre que nos organisations peuvent être accompagnées différemment. Alors, Samy, justement, est-ce que si on parle d'accompagnement maintenant, est-ce qu'il s'agira avec ces outils, est-ce qu'il s'agit d'accompagner seulement les personnes ou bien c'est l'application pour avoir une application organisationnelle puisque c'est des outils purement systémiques? Non. C'est pour accompagner les gens, d'accord, et pour s'accompagner soi. Donc, c'est un très bon outil pour apprendre soi-même à gérer son stress soi-même, à pouvoir, dans des situations où on se sent pas bien, on a des petites méthodes pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est un outil qui sert autant à soi, qui sert à pouvoir accompagner les autres. Voilà, ça c'est voilà. Donc, ça peut m'arriver quelquefois que j'ai des managers qui viennent faire cette formation, ils la font pas pour être coach, mais ils la font pour eux-mêmes. Ils la font pour pouvoir apprendre des outils, pour apprendre à se sentir un peu mieux dans certaines situations, pour avoir des outils de gestion du stress, de gestion émotionnelle, des outils pour être plus agile. Donc voilà, pour faire un travail sur soi. Voilà. Donc j'ai eu là, par exemple, la dernière certification, il y avait 6 coachs et il y avait 2 personnes qui venaient que pour eux. Voilà. Donc, c'est les deux. Ça peut être utilisé dans les deux. D'accord. Quelqu'un qui pose la question du coût de la participation du 27 au 31, David Eoum. D'accord. Pour le coût de la participation du 27 au 31, ça coûte 1,5 million, 1,5 million pour les 5 jours et c'est pension complète. Voilà. C'est pension complète, ça veut dire que ça va se dérouler à Sini, c'est hébergement, restauration, voilà, et coût de certification. Les 2 certifications, voilà à peu près le tarif. Et comme Samy l'a dit, si vous vous inscrivez et payez avant le 15, d'ici, on a encore une semaine pour ça, vous allez pouvoir bénéficier d'une 3e certification qui vous aurait coûté 600 € en plus, c'est-à-dire 400 000 francs en plus. Donc, voilà ce qui est l'offre pour ce soir. Il y a Paola qui revient sur le leader qui se fait déranger. Elle avoue ne pas comprendre comment ça développe davantage. Comment se faire déranger développe davantage. Si tu prends une situation, par exemple, tu as un leader ou un collaborateur qui vient voir et qui a une idée, par exemple, intéressante pour pouvoir, à un moment donné, améliorer la productivité ou pour pouvoir, quelquefois, améliorer la cohésion d'équipe, par exemple, pour qu'on se sente mieux, etc. Il dit, tu vois, ce serait bien qu'on sorte, qu'on fait quelque chose. Mais cette idée dérange le manager. Elle le dérange. Elle le dérange parce que peut-être qu'il a peur d'être remis en cause. Peut-être que l'idée qu'on lui propose va lui demander sans doute d'apprendre des nouvelles choses et qu'il n'a pas envie de réapprendre de nouvelles choses. Il a envie de rester avec ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va refuser à un moment donné de prendre cette idée-là parce que cette idée le dérange. Et donc, il va rester dans son propre système. Sauf qu'un jour, ce qui va se passer, c'est que ça va craquer. Un jour, l'idée qu'il a refusée, elle va être prise par quelqu'un d'autre. Ou au contraire, la tension dans l'équipe risque d'augmenter parce qu'il n'a pas accepté à un moment donné de s'ouvrir à son équipe, d'échanger avec son équipe et peut-être d'être dérangé par les remarques que vont faire son équipe. Et ça, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ça ne va pas l'aider à se développer. Je prends un exemple très simple. Dernièrement, j'ai par exemple il avait quelque chose dans l'équipe qui ne fonctionnait pas. Je dis, ce que je te propose, c'est qu'on prenne une demi-journée et que l'équipe puisse se dire qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit, ah non, non, si je leur dis ça, t'imagines ce qui va se passer et si à un moment donné, ça part en vrille. Je dis, ça veut dire quoi part en vrille? Ils me disent des choses, je ne sais pas gérer, je ne suis pas bien, etc. Je dis, tu leur diras que tu ne sais pas. Ah non, je ne peux pas dire ça. Donc,
il ne voulait pas se mettre dans une situation sur laquelle il perdait le contrôle. Et c'est là que je lui dis, écoute, tu vois, là, ce qui est en train de se passer, c'est que le dérangement qui était proposé, c'est lâcher le contrôle. Donc, il y a à l'intérieur de toi un tel désir de contrôle que ce désir de contrôle-là va avoir un effet négatif bientôt sur toi. Donc, accepte d'être dérangé dans ce lâchage du contrôle où tu perds, tu ne sais pas ce qui va se passer et tu vas voir que peut-être, à un moment donné, il va émerger quelque chose de nouveau. Mais il faut que tu prennes le risque. Oui, bien sûr. Tu vois, Paola, tu as bien compris, bah super, mais très souvent, ce qui peut se passer dans un dérangement chez quelqu'un, c'est la perte de contrôle. C'est j'ai perdu le contrôle, tu vois. Merci beaucoup, Samy. En tout cas, merci, Paola, d'avoir posé la question, parce que sans doute, tout le monde n'a pas compris. Ouais. Et poser la question. Merci beaucoup. Alors, Samy, je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de cet échange et j'ai la lourde responsabilité de te proposer de nous dire un mot de fin. Hein? C'est-à-dire, dis-nous, puisque, si j'avais un mot de fin à te demander, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, je dirais une chose, c'est que la chose la plus importante, c'est qui on est nous. Et ce qui est fondamental, c'est ça. Et donc, si vous venez dans ces 5 jours, moi, ce que je vous propose d'abord, c'est prendre ce temps pour soi, de faire ce cadeau pour soi. Ce cadeau pour soi, de se mettre à disposition, d'accord, de ce qui, au plus profond de moi, à un moment donné, a besoin de s'exprimer, a besoin de se libérer. C'est d'être vous-même et de dire, voilà, pendant 5 jours, on est soi. On se rencontre soi. Et on se rencontre sans chercher à un moment donné à se manipuler, mais simplement une rencontre là, avec qui je suis. Parce que très souvent, on est dans une société où tout ce qu'on fait, c'est toujours pour quelque chose. C'est toujours pour fabriquer quelque chose. C'est toujours pour produire quelque chose. Et si on s'autorisait à un moment donné à se dire, là, j'y vais pour rien. J'y vais simplement pour moi, pour être là, avec moi. M'offrir ce moment d'être avec cet instant qui est là. Et de laisser à ce moment-là émerger ce qui vient. Parce qu'on est tellement soumis à un moment donné à des objectifs qui viennent de l'extérieur qu'on est toujours en train d'essayer d'y répondre. Mais si maintenant on dit, OK, là maintenant, j'essaie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi et simplement de laisser venir ce qui a envie de dire, de ce qui a envie de se révéler. Et que ce soit négatif ou positif, c'est OK. En fait, c'est-à-dire, c'est s'offrir un moment d'inconditionnalité. Donc, c'est ça que je vous propose. Quand quelqu'un me dit, par exemple, un leader impatient comme moi, ça peut développer la capacité de gestion de mon tempérament, je dirais, eh bien, écoute, ton impatience qui est ici, on va lui proposer de ne pas la juger et de rester avec, de commencer à l'accepter, à l'accueillir. C'est le premier travail qui a besoin d'être fait. Parce que plus tu combattras ton impatience, et plus elle va prendre de la force. Mais si tu es capable de dire, OK, je suis impatient, voilà, c'est ce qui est là. Okay, hein, et en quoi c'est un problème? Et qu'est-ce qui fait que je suis impatient? Là, simplement d'écouter ça, c'est s'offrir ce cadeau. Et tu verras peut-être que tu vas découvrir quelque chose au fond de toi qui est patient. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est patient, qui est capable de patienter face à ton impatience. Et c'est d'offrir ce petit cadeau-là, d'accord, d'aller sentir ce qui se cache derrière l'impatience. Okay, et ce qui se cache derrière l'impatience, okay, bah, très très souvent, hein, c'est un lieu où à un moment donné, on a mis trop de conditionnalité, on a mis trop d'exigences. Donc ce chemin que je vous propose, c'est de bien comprendre qu'on a un obstacle qui est le chemin de l'exigence. Et si quelque part, on prenait cette petite exigence-là et dire, et là, qu'est-ce qui se cache derrière cette exigence? Si simplement je lâchais cette exigence, si je lâchais les si et simplement d'écouter, dire tout est OK. Et vous allez voir que là, tu seras moins impatient parce qu'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas un rôle à jouer,
Il y a simplement d'être avec ce qui se passe. Plus vous arriverez à trouver celui qui est derrière, et plus vous aurez la force derrière, à un moment donné, de faire face aux situations difficiles. Voilà, je pense que c'est mon mot de la fin. Merci infiniment, Samy. Merci beaucoup. Merci parce que c'était un vrai régal. C'est un vrai régal. C'est s'offrir ces moments d'inconditionnalité et également amener nos clients à s'offrir ces moments d'inconditionnalité. Ces moments où on s'accepte tel qu'on est, où on s'accepte, où on s'accueille dans toute sa fragilité et dans toute son authenticité. C'est tout simplement cela. Donc, merci encore, Samy, pour d'avoir permis effectivement à ce public de savourer ce moment. Avec ta permission, je pourrais te solliciter encore dans 1 ou 2 semaines, peut-être, pourquoi pas, s'ils ont toujours besoin de t'écouter. Tu sais, parfois, je discute ton programme. Dans 2 semaines, je suis chez toi. Dans 2 semaines, je suis chez toi. J'ai hâte de t'accueillir. J'ai vraiment hâte de t'accueillir le 25 mai pour cette session qui commence le lundi 27 et s'achève vraiment le vendredi 31. Voilà, donc ça sera 5 jours de pur bonheur. Merci encore. Merci, 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 Samy. Et à vous tous qui nous avez écoutés ce soir, allez porter le message. Portez le message, partagez effectivement cette vidéo qui va être rendue disponible après cette session. Vous pouvez, ça va aider beaucoup plus, ça va aider plus d'un qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de s'accepter, qui a besoin d'accepter sa fragilité. Merci encore, c'est un plaisir de vous avoir ce soir dans la dernière émission avant la certification sur la neurosensorialité. Merci encore. Merci Samy. Ciao. Ciao.